Bien, bonjour à tous. Dans cette session sur la logique combinatoire, donc je vous propose de présenter les grandes lignes de ce que ça concerne en termes de technologie, voir un peu quels sont les éléments mathématiques à travers l'algèbre de Boole qui sont utilisés en logique combinatoire, ainsi que les outils spécifiques qu'on va retrouver en sciences de l'ingénieur. Alors déjà en termes de technologie, la logique combinatoire, elle se retrouve dans les machines à logique dite câblée. Alors il faut savoir que les automates programmables n'existent que depuis les années 60 et qu'avant toute machine industrielle était fabriquée et était conçue de manière en utilisant la logique câblée. Ça veut dire quoi? Donc dans une machine, c'est encore vrai à l'heure actuelle, mais là encore plus spécifiquement, vous avez toujours une partie commande qui fonctionne maximum en 24 volts et une partie puissance, c'est-à-dire qui amène la puissance au moteur, qui fonctionne en 220 volts, 380 volts. La logique câblée, elle permettait de démarrer l'ensemble des moteurs en activant tel ou tel relais électromagnétique. Et une fois donc un relais électromagnétique était alimenté, ça venait faire entrer en contact donc des contacteurs, comme cela ça s'appelle, et du coup ça démarrait le moteur qui pouvait être juste derrière. Donc cette mise en place avait un certain nombre d'inconvénients, c'est-à-dire que si on voulait changer le mode de fonctionnement de la machine, cela signifiait tout débrancher au niveau de la partie commande pour modifier le câblage. Donc c'était cher, c'est peu fiable, enfin c'est surtout peu flexible, même quasiment pas. Et, euh, et donc, ça, voilà, en termes d'adaptabilité, on a une très grande problématique qui se posait, et qui plus est, la communication entre l'homme et la machine est très rudimentaire. Cependant, il faut se dire que la technologie de la logique combinatoire est encore tout à fait actuelle, vu que c'est elle qui régit l'ensemble de nos ordinateurs. À l'heure actuelle, nos ordinateurs, ce sont bien sûr une carcasse, mais c'est surtout un ensemble de petits composants qui se situent à l'intérieur de la machine, et pour chacun de ces composants sont régis donc finalement des briques. Alors des briques tels que des additionneurs qui sont eux-mêmes constitués de briques encore plus élémentaires qui correspondent à ce qu'on appelle des portes logiques qui, en fonction de ce qu'elles autorisent à passer, donc permettent de faire circuler des 1 et des 0 à l'intérieur de la machine, donc le binaire. Donc là par exemple, si on prend un additionneur en tant que tel, l'additionneur il a ce qu'on appelle des entrées. Donc là c'est un additionneur 1 bit, 1 bit. Donc là une entrée A 0, une entrée B 0. On peut avoir une retenue d'entrée en plus si on avait un additionneur précédent. Et grâce à cet ensemble d'entrées, on peut définir une sortie qui correspond à la somme et également une retenue de sortie qui correspond à la retenue si on fait la somme des deux bits. Donc là on voit que si on faisait l'étude de l'ensemble, un état des entrées donnerait un état des sorties et un seul. C'est le principe de la logique combinatoire. Donc finalement, un système est en logique combinatoire quand pour une combinaison d'entrées donnée, il ne correspond qu'une et une seule combinaison de sorties. Le traitement de ces signaux, de ces systèmes, s'appuie sur un outil nommé algébrique binaire ou encore algèbre de Boole. On utilise aussi des variables binaires qui permettent de définir ce qu'on appelle des fonctions booléennes. Alors, Boole, finalement, c'est donc Georges Boole, vient de l'inventeur de l'ensemble de cette algèbre, de 1815 à 1864. Donc il a, au cours de sa vie, en tant que mathématicien autodidacte et du coup logicien, il a défini l'ensemble des lois qui régissent cette algèbre. Bien avant, bien sûr, l'avènement de l'informatique. Donc si on définit A, une variable booléenne, il faut bien avoir en tête que A n'a que deux possibilités. Soit elle prend une valeur 0, c'est-à-dire false dans nos programmes actuels, en Python et tout type de programmation, ou 1 qui correspond à true. Alors, l'algèbre de Boole, que dit-elle? Il y a trois lois fondamentales qui vont se retrouver. Déjà, la relation d'équivalence existe, c'est-à-dire que le égal a exactement le même pouvoir, la même signification qu'en algèbre classique. Ensuite, on va retrouver deux lois de composition interne, l'addition booléenne et la multiplication booléenne.
qu'on va redéfinir par la suite. Et ensuite, une opération qui est unique dans l'algèbre de Boole, la complémentation, qui associe à tout élément A son complément A bar. Si A égale 0, alors A bar égale 1 et inversement. Donc cette complémentation est possible parce que justement, on n'a uniquement que 2 symboles sur l'ensemble de l'alphabet des chiffres du binaire. Alors, ça veut dire quoi l'addition booléenne? Alors déjà, on ne parle pas d'addition, on ne parle pas de plus, on parle de ou. On va définir ici donc l'ensemble des cas possibles pour A et B. Donc soit A sont tous les deux à 0, soit c'est seul B qui a 1, soit c'est seul A qui a 1, soit les deux sont à 1. Si S est une sortie qui dit A ou B, bah finalement, cette sortie va être à 1 dès que l'une ou l'autre de mes entrées sera à 1. Et également si les deux sont à 1. On parle de ou inclusif. Donc il faut qu'il y ait l'une ou l'autre des entrées A et B, ou les deux à 1 pour que la sortie S soit à 1. La multiplication booléenne, elle, se dit et. Là, on a S égale A et B. Donc pour que S soit à 1, la seule condition possible, c'est que A soit à 1 et B soit à 1. Dernière opération, donc la complémentation, qui correspond finalement à l'inverse. Donc se dit non, hein. Donc si je demande non A et que A égale 0, ça me donnera 1. Et si A égale 1, ça donnera 0. L'algèbre de Boole respecte un certain nombre de propriétés. Alors on va retrouver des propriétés particulières au niveau des fonctions ou et des fonctions et à chaque fois. Donc on a par exemple l'élément neutre. Donc quand on va voir la fonction ou, A ou 0, donc A peut prendre soit 0, soit 1. Ça veut dire qu'on va forcément récupérer la valeur de A en sortie. Élément neutre 1, si j'ai A ou 1, donc ça veut dire que j'ai toujours 1, puisque pour le ou, il m'en faut au moins 1. Ça va me donner 1. Alors, une relation un peu particulière, qui est valable pour la fonction ou pour la fonction et. C'est ce qu'on appelle l'idempotence. Idem, faut bien lire le idem. Ça signifie quoi? Que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va pouvoir répéter plusieurs fois la même information. Ce sera comme si on ne l'avait eu qu'une seule fois. À partir du moment où on a A, on peut faire A ou A une fois, deux fois, 5 fois. On obtiendra toujours le même résultat à la fin. Pareil au niveau du et. Au niveau de la complémentation, donc si j'ai A ou A bar, ça veut dire que là c'est 0 et 1 ou 1 et 0. Donc je me retrouve dans tous les cas avec un 1, avec le ou à la fin. Au niveau des et, donc on a la même type de réflexion, sauf que du coup, A et 0 va nous donner 0, A et 1 va nous donner A et A va nous donner A, et A et A bar va nous donner 0. Au niveau des propriétés fondamentales, distributivité, commutativité, associativité, on va se retrouver exactement avec le même type de propriété que l'algèbre classique, et on va également respecter les priorités de la multiplication sur l'addition. Dernière propriété qu'on va beaucoup utiliser, qu'on pourrait retrouver avec une table de vérité comme outil qu'on verra juste après, correspond au théorème de De Morgan. Alors que dit De Morgan? Il définit que A ou B, le tout bar, donc l'ensemble, est égal à A bar et B bar, et que A et B, le tout bar, égale à A bar ou B bar. Ce type de théorème nous permet surtout de simplifier certaines équations qui peuvent vite être gourmandes en termes d'expression. Alors, le premier outil, on va voir 3 outils différents. Le premier outil qui va être utilisé en logique combinatoire correspond aux tables de vérité. Alors prenons un exemple. Imaginons ici, donc on est une pièce dont on a besoin de vérifier si elle rentre dans les codes, c'est-à-dire si elle respecte bien le plan. Ici on veut une pièce de largeur 20 mm moins 0,02 plus 0,03 et une hauteur de 14 plus ou moins 0,03 mm. Pour faire un contrôle régulier, on va mettre en place un capteur. On va en l'occurrence mettre 4 capteurs différents ABCD et 3 lampes vert, bleu et rouge. La lampe verte s'allume si
Donc lorsque les côtes sont à l'intérieur des intervalles, aucun des contacts A, B et C et D n'est actionné, le voyant vert s'allume. Lorsque l'une des deux côtes est trop forte, l'autre étant bonne, ou lorsque les deux côtes sont trop fortes, le voyant bleu s'allume, la pièce est donc réusinée. Alors, qu'est-ce qui se passe ici pour nos capteurs? Donc là, il y a un peu d'analyse sur le fonctionnement du capteur. Qu'est-ce qui se passe si notre pièce est trop grande? Du coup, donc, si on imagine ici une pièce trop longue, le contact va se relever, le contact B va s'enclencher, alors que le A, non. Ici, si c'est trop grand, c'est D qui va s'enclencher. Ici, on se retrouve avec des pivots. Donc ça va devenir trop grand, D va s'enclencher, C non. Et inversement, si la pièce est plus petite. Donc lorsque l'une au moins des deux côtes est trop faible, le voyant rouge s'allume, la pièce est rebutée. Comment traduire tout ça? Finalement avec ce qu'on appelle une table de vérité. Alors on retrouve à gauche l'état des entrées, A, B, C et D. À droite, l'état des sorties, la lampe verte, la lampe bleue et la lampe rouge. Donc une table de vérité, c'est un tableau représentant l'état des variables de sortie en fonction de l'état des différentes variables d'entrée. Ce qu'il va falloir surtout visualiser, c'est qu'on va devoir montrer ici au niveau des entrées que tous les cas possibles soient définis. C'est-à-dire si on a n entrées, 2 puissance n cas différents. Donc on va, ici ça nous en fait 16, 2 puissance 4. On va les lister les uns après les autres. Je vous conseille de compter en binaire pour ne pas perdre le fil des 16 cas possibles. Et on va définir donc les sorties. Alors la sortie est à 1 lorsqu'elle est active, à 0 sinon, et potentiellement on peut avoir, et c'est le cas dans cet exercice-là, ce n'est pas le cas tout le temps, entre guillemets un X si c'est physiquement impossible. C'est-à-dire, dans notre sujet, vu la manière dont est mis en place le capteur, il est impossible physiquement que A et B soient enclenchés. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du capteur. De la même manière, C et D ne peuvent être enclenchés en même temps. Donc dès qu'on a C et D ou A et B, on se retrouve avec des cas physiquement impossibles. À partir de là, on va pouvoir mettre en place une équation logique qui permet d'obtenir les différentes sorties, l'état des différentes sorties en fonction des entrées. Comment procéder? Donc à partir de la table de vérité, il est possible de déterminer l'équation logique. Pour ça, on va prendre par exemple déterminer l'équation logique de la lampe bleue. Alors, on va aller chercher à quelle expression de bleu on est à 1. Donc là, bleu est allumé si on a A à 0, B à 0, C à 0 et D à 1, ou si on a A à 0, B à 1, C à 0, D à 0, ou si on a A à 0, B à 1, C à 0, D à 1. Ce qui va nous donner, si on traduit ça en équation logique, B égale A bar et B bar et C bar et D, ou A bar et B et C bar et D bar, ou A bar et B et C bar et D. On remarque dans cette expression que A bar correspond à une entrée qui vaut 0 et D correspond à l'entrée qui vaut 1. Le bar finalement vient indiquer si c'est en 0 ou non. Comment simplifier ces équations? Donc l'équation logique peut être fortement utilisée notamment pour simplifier les câblages électriques si on est obligé, notamment en informatique, de faire du câblage. Donc pour ça, on va potentiellement pouvoir déjà analyser la table de vérité. Alors si je regarde, B est à 1 pour, finalement A, il est toujours à 0 sur les 3 cas, C est toujours à 0. On le retrouve d'ailleurs sur l'équation, A bar et C bar, on les retrouve à chaque expression. Ensuite, on va se remarquer qu'entre B et D, finalement, on a l'expression d'un OU. Donc remarquons qu'il faut que A et C ne soient pas enclenchés et qu'il faut B ou D d'enclencher. Donc on va pouvoir réduire B, l'allumage du B majuscule, comme étant A bar
et C bar et B ou D. Deuxième possibilité au niveau de l'équation logique, c'est de passer par les propriétés de l'algèbre de Boole. Alors, première chose, donc il est facile de factoriser. On a remarqué juste avant que A bar et C bar étaient communs à chacun des trois éléments, donc on va pouvoir le factoriser. Deuxième élément, on va, en vue de la suite, pouvoir faire l'idempotence, c'est-à-dire répéter toujours la même chose. Donc là, B et D, je vois qu'il existe déjà. Finalement, je vais le répéter. Pourquoi ? Parce que ensuite, je vais pouvoir être amené à factoriser 2 par 2. Alors, ici, je vais pouvoir factoriser entre ces deux-là B, facteur de D bar ou D. Ça va être le deuxième élément. Et avec le premier et le dernier de ma parenthèse ici, je vais pouvoir factoriser D. D, facteur de B bar ou de B. Si je n'avais pas fait l'idempotence, je n'aurais pas pu réaliser cette factorisation. En tout cas, j'aurais pu en faire une, mais pas l'autre. Une fois qu'on a fait cette factorisation, on va revoir que par le principe de la complémentation, B bar ou B va nous donner 1. On va se retrouver donc avec 1 et D. Et l'élément neutre de la fonction E, 1 et D, va nous donner D. Donc après simplification, on se retrouve avec A bar et C bar et D ou B. Donc on peut également intervertir les éléments de l'addition. Dernier outil qu'on va retrouver au niveau de l'algèbre de la logique combinatoire, ça va être le chronogramme. Le chronogramme montre l'évolution des entrées et des sorties dans le temps, sans échelle. Leur analyse permet donc de déterminer l'équation logique d'une sortie. Donc là, si on regarde ce système-là, donc on a bien le temps qui est défini. Il faut bien que les entrées et les sorties soient mises en parallèle. X est à 1 quand on a A et B en même temps. Ici, X est à 1 quand on a, donc X est à 1 quand on a A ou B. Et enfin, on peut aller sur des éléments un peu plus compliqués. X est à 0 si on a A et B. Voilà, en espérant que toutes ces notions soient comprises, vous pourrez retrouver un petit peu plus tard des exercices utilisant ces différents outils.